bienvenue à ce premier atelier du 8e congrès de philosophie des sciences de gestion, intitulé The Usefulness of Philosophy. Alors, comme le titre l'indique, il était programmé en anglais. Initially, it was a workshop in English, but ultimately, Jeremy St. John from the Royal Melbourne Institute of Technology, who was the only participant, the only one Anglophone participant, won't join us. So if anyone in this audience do not speak French, please tell us on the chat. If not, I think we will switch in French because all the other participants are francophone. So if it's okay for everyone, I switch in French. Yeah. Donc, c'est la première fois, en fait, qu'on organise un atelier avec des communications en anglais, et c'est le résultat d'une collaboration, la première collaboration entre la SPSG et Philosophy of Management. Philosophy of Management qui a lancé un call for paper pour pour un numéro spécial intitulé Do Managerial Practice Need Philosophy? Et donc, avec Marianne Abrazou, qui est des nôtres aujourd'hui, on a décidé d'organiser cet atelier pour permettre aux auteurs d'avoir quelques retours sur leur texte. Donc, les auteurs, je vais les présenter dans l'ordre en fait alphabétique des prénoms, qui est l'ordre du programme. Donc, nous entendrons Christian Walter, Marianne Abrazou et Sarah Mandret. Donc, Christian Walter est actuaire qualifié, professeur à Cambridge Business School et titulaire de la chaire éthique et finance à la Fondation Maison des sciences de l'homme et à l'Institut de la Sorbonne des sciences juridiques et philosophiques. Et il va nous parler d'une communication intitulée The Usefulness of Philosophy for Actuarial Practices. Marianne Abrazou est professeur associé à European Business School et donc un des éditeurs invités pour le numéro spécial de FOM. Je suis l'autre éditeur associé. Et il va présenter un papier intitulé What If? Fine-tuning the expectation of business simulation technology through the lens of philosophical counterfactual analysis. Et enfin, Sarah Mandret est doctorante à l'ESCP Business School et chercheur affilié au PRISM et va nous présenter une communication intitulée Do Managerial Practices Need Philosophy? An Historical and Theological Review. Donc, et comme je le disais, Jeremy St. John, qui devait participer, finalement ne pourra pas être des nôtres. Donc, normalement, tout le monde a 20 minutes de parole et on ajoute à ça ensuite 10 minutes de questions. Le public peut utiliser le chat soit pour poser directement les questions, soit pour signaler son intention d'en poser une. Et donc, maintenant, Christian, je te laisse la parole. Merci, Erwan. Bonjour à tous et à ceux que je n'ai pas encore vus jusqu'à présent. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, tout à fait. Okay. Alors, j'ai préparé, comme le disait Erwan, des transparents en anglais et sur lesquels je ferai une présentation en français. Et comme ça, pour ceux qui ont envie de les voir en anglais, ils seront lisibles en anglais. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Donc, en mettant ici quelque chose. Voilà. Est-ce que ça marche? Ça marche? Très bien, oui. Parfait. Voilà. Bon, donc l'objectif de l'exposé est de proposer une réflexion sur l'intérêt
de faire un détour philosophique pour la résolution de questions pratiques qui se posent dans le domaine de la mesure des risques et de leur gestion et d'évaluation. Et on verra que ce détour par la philosophie peut permettre de reposer à nouveau frais des questions fondamentales sur l'éthique de l'économie et de la finance et plus généralement sur l'éthique de la gestion en utilisant le canal, la voie de l'éthique épistémique. Autrement dit, en résumé, on pourrait dire un détour par l'épistémologie pour ensuite accéder à l'éthique épistémique. Et l'exemple qui sera pris, comme l'indique le titre, sera pris avec la manière de mesurer le risque et de l'évaluer. Et comme l'a dit Erwan, en tant qu'actuaire, j'ai une pratique quotidienne des modèles de risque et c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à l'articulation entre l'épistémologie, donc la philosophie des sciences, et l'éthique. Alors, transparent 2, je ne sais pas qui le passe. Est-ce que c'est moi? Oui. Voilà. Très bien. Donc, la source de mon exposé est un article récent qui est publié dans la revue Sustainability sur une sorte de réflexion générale, de prise de position, de position paper, sur ce que pourrait être une mesure de risque durable en perspective des objectifs de développement durable des ODD, donc en anglais SDG de l'ONU. Mais ici, ce que je vais faire, c'est à partir d'un passage de l'article qui lançait quelques pistes de réflexion, c'était un article en fait de réflexion, non pas de solution, les creuser dans le sens de l'appel à contribution dont parlait Erwan pour la revue Philosophy of Management. Donc, en fait, qu'appelle-t-on la culture du risque en général et de quoi s'agit-il quand on parle de risque? Alors, beaucoup de définitions existent sur la culture de risque dans la littérature de recherche, aussi bien en gestion qu'en actuariat, qu'en finance, qu'en environnement. Alors, j'ai pris une définition qui vient de l'Institut du Risk Management de 2012, que je vais vous lire. Voilà, une culture de risque effective est une culture qui permet… François Bégodeau sur la grande table il y a un an de ça, et il disait, il n'a pas tort, hein, il critiquait en fait pour le coup, il disait oui, on parle toujours du fascisme, du fascisme, du fascisme. Allô? Merci de couper vos micros dans l'audience. Allô? Donc, les micros sont coupés. Vous pouvez reprendre, Christian. Bon, voilà. Donc, une culture de risque est une culture qui permet, en résumé, chaque individu ou chaque groupe d'appréhender les risques pertinents d'une manière pertinente, grosso modo. Et donc, une culture de risque de l'organisation, que ce soit une entreprise, une institution, une association, un gouvernement ou tout ce qu'on peut imaginer, c'est une manière par laquelle l'ensemble des personnes concernées par l'appréhension de ce risque pourront lui faire face de manière adéquate ou appropriée et donc y répondre. Alors, deux exemples. Excusez-moi, 30 secondes, il y a un bruit. Je coupe le bruit. J'arrive tout de suite. Voilà. Il y avait un bruit de fond, c'est très gênant. Voilà. Alors, deux exemples de moments où la culture du risque a été défaillante. Le premier, c'est évidemment 2008, puisqu'au-delà des arguments qu'on a entendus partout et de la pensée unique sur la cupidité et l'avidité, dont c'est aujourd'hui qu'en fait, ce n'était pas le tout de l'affaire, on a repéré et documenté des problèmes fondamentaux sur la culture du risque relative au modèle d'évaluation des crédits hypothécaires subprimes et plus généralement des risques de défaut des obligations d'entreprise. Donc là, c'est un exemple presque canonique dans lequel une culture du risque défaillante a produit une catastrophe au niveau mondial. Mais en 2012 également, la banque JP Morgan Chase enregistrait une perte très importante sur les positions de ses portefeuilles en produits dérivés. Et lorsque son président Diamond a été auditionné au Sénat américain, il a été reconnu que l'organisation de Morgan, en tant que capacité à chacun d'appréhender de manière adéquate la culture de risque, avait été défaillante. Deux exemples parmi des dizaines d'autres
qu'on peut trouver entre le fond amarante. Il y a beaucoup d'exemples. Donc l'idée, c'est de se demander, au fond, que serait une bonne culture du risque. Et intuitivement, la réponse, ce serait une culture qui permet de comprendre les caractéristiques fondamentales de l'environnement dans lequel on se trouve, donc les risques de l'environnement, et comment est-ce qu'on peut les appréhender par les probabilités et par des modèles. Que le risque soit un risque naturel ou lié à l'environnement humain, à la géographie physique ou urbaine ou à l'économie. On parle de risque de manière générale. Et à l'inverse, une mauvaise culture de risque sera une culture de risque dans laquelle, finalement, à cause de ce qu'on appelle la performativité de modèles mathématiques de risque, cela produira des catastrophes dans le vrai monde. Et on appelle ça, dans la littérature technique, l'ontologie financière des catastrophes naturelles, au sens où la financiarisation des modèles de risque mathématiques appliqués à l'économie ont eu des conséquences importantes sur l'environnement. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, on va s'intéresser à cette culture de risque et voir en quoi, pour mieux y répondre, un détour philosophique apparaîtra indispensable. La question qui se pose, c'est la culture de risque repose sur un soubassement, sur un socle d'hypothèses probabilistes, faisant intervenir le calcul des probabilités. Et ça, c'est très important parce que finalement, ce socle probabiliste va créer une forme de savoir plus ou moins précis, partagé par la plupart des acteurs du secteur considéré, et surtout va commencer à introduire la culture des modèles de risque qui va être commune à un groupe donné. Ce qu'on a appelé aussi la manière dont How a Model Works, comment est-ce que les modèles fonctionnent dans les groupes donnés. Et là, ce qu'on va apparaître, c'est l'importance de l'étape des modèles dans l'appréhension des risques naturels ou physiques, environnementaux ou humains. Comment est-ce que le modèle de risque se place entre l'acteur et le système dans lequel il se trouve inséré. De ce point de vue-là, un modèle de risque pourrait être considéré comme une culture épistémique. Alors c'est du franglais, mettons une culture liée au savoir relatif à l'environnement, appréhendée par une perception des dangers dans lesquels on peut se trouver engagé. Et chaque groupe d'individus, selon qu'on est assureur, banquier, mais également entreprise en charge de questions liées au traitement des sols ou tout ce que vous voulez, est confronté à un certain type de risque, donc à une certaine culture épistémique. La culture des modèles de risque repose à son tour, c'est un autre étage ou une autre sous-couche, sur des conventions de quantification. Par exemple, quel type de variable on veut suivre? Pression, volume, température, degré hygrométrique, précipitation de pluie, inondation, volatilité pour les questions financières, dettes ou marché dérivé, etc., etc. Donc, on choisit en quelque sorte des variables et on met en place des conventions de quantification qui vont assurer que la culture de risque sera bien partagée par chacun des acteurs concernés. Par exemple, il paraît naturel aujourd'hui de raisonner sur des profils de risque pour apprécier les comportements des produits financiers. Et pour ça, on mobilise des catégories comme la volatilité ou comme les pertes potentielles dans le cas, mettons, d'horizon climatique. En fait, ce n'est pas naturel. En fait, tout ça, ce sont des constructions technologiques liées au modèle. Et peut-être que choisir une valeur actuelle pour mesurer l'impact d'un climat à 50 ans n'est pas du tout la bonne manière de procéder. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la culture épistémique produite par l'usage d'une valeur actuelle entraînera une manière particulière de comprendre le risque climatique. Et on pourrait dire autant pour d'autres domaines que le climat, pour l'environnement, pour la finance et l'économie. Autre point important, c'est que cette culture de risque, elle s'appuie sur des objets techniques qui vont du tableur Excel à la mesure des inondations ou la mesure des tests positifs pour le Covid-19. Aujourd'hui, pour pouvoir apprécier le risque de l'épidémie, on passe par des mesures de tests, qui sont les fameux tests PCR à 30 ou 40 cycles. Donc on voit que les objets techniques deviennent
les passerelles nécessaires pour accéder à la métrique. Et ça, c'est très important. Parce qu'on voit bien que du point de vue de l'économie et de la finance, on voit bien comment des objets techniques qui ont été financiarisés à cause d'une théorie financière très particulière ont pu entraîner une financiarisation de l'économie réelle. Et lorsqu'on parle et qu'on s'émeut de cette financiarisation en appelant à retrouver le sens des valeurs ou le sens de l'humain, etc., en fait, il faut aussi penser à examiner, à scruter les outils financiarisés qui sont porteurs de modélisation particulière. Cinquièmement, ces outils, en fait, sont extrêmement imprégnés par cette perspective probabiliste dans la mesure où le risque a été probabilisé. Et là, on voit bien s'élaborer une sorte de construction extrêmement puissante. On en parlait juste avant avec Sarah, qu'on parlait des structures, ou mettons version catholique des structures du péché, mais sans être dans la religion, mettons des structures tout court, dans laquelle finalement un ensemble, une toile d'araignée entre des objets techniques, des modèles probabilistes, des quantifications, des conventions, construit une manière particulière d'appréhender l'environnement et donc est en quelque sorte un filtre qui biaise ou qui oriente le regard que l'on a sur l'environnement. On peut se demander aujourd'hui si pour l'Anthropocène, quelles seraient les bonnes métriques, les bonnes mesures de risque et finalement quels seraient les liens entre écologie, économie et société qui seraient pertinents à établir pour pouvoir précisément mettre en place une mesure de risque prenant en compte des enjeux globaux et pas juste des enjeux financiers. Et c'est là qu'intervient l'apport de la philosophie des sciences pour pouvoir entrer davantage dans l'impasse que représente aujourd'hui la culture de risque pour l'intégration d'éléments sociaux ou environnementaux. En fait, quand on creuse le contenu mathématique des modèles de risque en finance qui ont à ce point diffusé sur l'économie mondiale réelle, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de ces modèles, il y a des hypothèses extrêmement fortes qui ont été faites et qui n'ont pas été questionnées au cours du XXe siècle et qui viennent de beaucoup plus loin, qui viennent du XVIIIe siècle au XIXe siècle. En particulier, on voit apparaître deux choses très importantes qui sont le principe de continuité de Leibniz, la continuité des processus de diffusion des risques, et puis la théorie des moyennes de Quetelet. Autrement dit, à très gros traits, on s'aperçoit que les objets techniques qui forment la culture de risque aujourd'hui, en fait, contiennent, un peu comme des cookies, des éléments invisibles et très puissants qui viennent de la philosophie des sciences à propos de ces deux questions de Leibniz et de Quetelet. Et à ce moment-là, on peut considérer que cet arrière-plan philosophique agit à l'intérieur de l'esprit des acteurs, même sans qu'ils s'en rendent compte, comme un modèle mental, au sens de Manzavinos, ses travaux sur les modèles mentaux qui mettent en forme les décisions des agents. Comment est-ce qu'il me reste de temps, Erwan? J'entends pas. Erwan, tu es en mute. Comment? Mets ton micro. Ton micro. Ouais, désolé. Je disais 7 minutes, mais tu peux déborder un petit peu. D'accord, très bien, très bien. Donc, un modèle mental, au sens intuitif et plus précis tel que Manzavinos l'a développé, c'est une manière de pouvoir appréhender les choses par intuition, même si ça mobilise des arrière-plans qui ne sont pas intuitifs. De manière intuitive, quand on est en montagne sur une vire et qu'on longe la paroi, le modèle mental que l'on peut avoir, c'est si on tombe, on va au fond du précipice, ou alors sinon, on peut courir, il n'y a pas de danger. On voit comment le modèle mental va avoir une influence sur l'action et sur la décision. Et c'est en cela que l'éthique des vertus du point de vue de l'action n'est pas suffisante, car elle ne prend pas en compte le modèle mental qui peut amener à agir par rapport à l'environnement. Et c'est très important. Bon, je connais beaucoup de personnes qui ont été honnêtes et intègres en 2007 et 2008 et qui ont précipité leur entreprise financière dans le mur parce que leur honnêteté, leur intégrité intellectuelle les avait protégés de leurs décisions qui reposaient sur des modèles mentaux qui étaient en fait biaisés.
Donc, il y a un vrai enjeu éthique à entrer dans la question des modèles mentaux. Et dans la question du risque, ces modèles mentaux, en réalité, s'appuient sur une morphologie du hasard. Autrement dit, il y a quelque chose comme une sorte de cadre épistémologique d'incertitude qui va à l'intérieur même des modèles mentaux agissant dans les outillages techniques et conceptuels des acteurs, produire quelque chose amenant les gens à décider ou non des choses et pouvant créer de l'hubris. Et donc finalement, ce que je dis là, c'est que l'hubris financière est au moins autant liée à la morphologie hasard qu'à la cupidité. Et de ce point de vue-là, l'approche philosophique, qui est l'arrière-plan des outils techniques, à mon avis, doit être utilisée pour débusquer ces implicites épistémologiques sur le hasard au sein même des pratiques économiques et financières. Par exemple, on pourrait se demander pourquoi, alors que la totalité des tests statistiques invalidaient l'hypothèse de continuité dans les modèles économiques et financiers qui ont conduit à 2008, pourquoi est-ce qu'elle a été maintenue 50 ans alors même qu'elle était invalide partout? Et là, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que ces questions philosophiques de continuité ne sont pas réservées au cercle de spécialistes en histoire de la philosophie, mais au contraire permettent d'éclairer les positions respectives dans les controverses en mathématiques de la finance entre ceux qui voulaient et ceux qui ne voulaient pas changer l'arrière-plan des modélisations. Et donc, j'ai proposé de le voir comme une sorte de crochet, ou d'accroche plutôt philosophique, comme étant quelque chose qui, justement, va empêcher les acteurs de pouvoir changer de modèle mental par rapport à la réalité. Il y a beaucoup d'exemples en littérature technique dans lesquels on voit que dans les publications scientifiques, on a tronqué les données pour faire rentrer le risque de l'environnement dans le risque du modèle. Autrement dit, un phénomène de nominalisme sur les modèles qui fait que, encore une fois, des gens extrêmement honnêtes ont été extrêmement mal en 2008. Et quand on extrait cette sorte d'arrière-plan philosophique, on trouve ce que je disais juste avant, le principe de continuité de Leibniz et la théorie des moyennes de Quetelet. Et là, on voit qu'il y a un enjeu à changer d'objet épistémologique pour pouvoir arriver à sortir de l'impasse produite par la financiarisation du monde, de l'économie et de l'environnement naturel. Alors, que serait de ce point de vue-là... Pardon, Christian, je vous interromps. Il y a une question sur le chat sur ce que vous disiez juste avant. Pardon. Alors, on prendra les questions à l'issue à la suite. D'accord, d'accord. Donc, il ne reste plus que deux transparents. Voilà. Donc, là, que serait au fond une culture de risque durable et non durable et qu'apporte de ce point de vue-là la philosophie à répondre, pour répondre à cette question? Donc, si on voit bien que dans ces modèles se trouve logé le principe de continuité, ça évidemment, ça peut s'étayer, ça doit s'étayer, on comprend qu'il y a deux manières différentes, au fond, de concevoir la modélisation de risque, qui vont agir comme deux modèles mentaux très différents dans l'esprit des acteurs, qu'ils soient ou non cupides. Vous voyez, on peut le voir comme une sorte de compteur de voiture. Le conducteur, on espère qu'il n'est pas ivre, qu'il n'est pas fatigué, qu'il a assez dormi, qu'il tient son volant, qu'il suit sa route. Là, je ne vous parle pas du conducteur, c'est l'objet de la morale et de l'éthique des valeurs qui veut flécher les comportements par des valeurs humanistes, chrétiennes et musulmanes. Je parle du compteur de vitesse qui doit être vérifié. Et là, ces deux façons sont justement la manière leibnizienne ou non leibnizienne de concevoir des modèles de risque. Au fond, est-ce que la culture de risque va être assise sur une philosophie de la nature qui permet de rendre compte de ce qu'on observe effectivement dans l'environnement, mettons, naturel et humain, dans la géographie physique et urbaine, ou non? Et l'hypothèse que j'ai proposée à titre de discussion dans l'article dont vous parlez, et c'est très simple, c'est de dire finalement, pour pouvoir avoir une approche du risque durable, il faut assurer une convergence entre les méthodologies des mesures de risque à travers leurs aléas qui concernent les environnements économiques et les environnements écologiques. Autrement dit, une différence dans la morphologie des aléas
entre les deux métriques, mettons, économiques et écologiques, va conduire au désastre environnemental que l'on peut connaître. Et réciproquement, si on fait en sorte que ces métriques soient l'une et l'autre en phase, ça ne suffira pas, mais au moins on évitera des catastrophes. Et donc on voit bien, sans moi, l'enjeu de la philosophie, c'est de permettre d'entrer dans ces débats en sortant les présupposés non techniques et non mathématiques des modèles et en proposant finalement de voir ces modèles mathématiques comme des modèles mentaux, de voir les métriques comme des réflexes cognitifs et d'utiliser l'épistémologie pour pouvoir poser les débats autrement et pour déplacer les débats au fond de questions techniques à des questions philosophiques. Alors, ce qui est intéressant pour terminer, et c'est ma dernière transparent, sans vouloir être trop long, c'est qu'on trouve cette question dans la régulation. Je termine là-dessus. Aujourd'hui, on voit apparaître un grand nombre de régulations et de réglementations financières, économiques, prudentielles, environnementales. Et sans aller dans le détail, il faut bien comprendre aujourd'hui une des raisons pour lesquelles les choses sont difficilement changeables, c'est que la régulation actuelle porte des représentations du risque, donc des aléas, donc des morphologies, qui sont celles qui prévalaient avant 2008. Et que par conséquent, du point de vue de leur efficacité, on comprend que c'est forcément limité. Et par conséquent, en conclusion, on pourrait dire que l'objet et l'intérêt de la philosophie, et en l'occurrence des sciences et morales, serait d'une part d'exhumer ces présupposés que j'ai appelés, pour faire très vite, Leibniz et Quetelet, et de l'autre, de compléter l'éthique des actions par l'éthique épistémique, pour après se donner les moyens de pouvoir effectivement transformer le système dans un but, on dirait, durable. Voilà, j'arrête là. Merci beaucoup, Christian. Donc, c'est tout à fait passionnant. Je laisse la parole à la salle. J'ai déjà une question. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas soit à les écrire sur le chat et je les lirai, soit à signaler votre intention de la poser. Guillaume, vous souhaitez poser directement votre question? Oui, bonjour Erwan. Christian, merci pour cette présentation. J'ai un background, moi, dans le contrôle de gestion avant de m'être mis à la philosophie. En fait, ce qui m'a fait réagir, c'est, je suis plutôt helléniste, et donc c'est le modèle de la vertu de la prudence. La prudence, normalement, s'entend comme la phronésis d'Aristote, c'est-à-dire la délibération qu'on fait sur ce qu'on va faire, tenir compte des causes et des effets potentiels, et donc par un raisonnement déterminer si effectivement c'est judicieux de faire quelque chose ou de ne pas le faire, plutôt que de partir sur des calculs qui sont purement statistiques. Donc c'est cette notion de raisonnement et de délibération qui semble absent du modèle. Est-ce que je me trompe ? En fait, la prudence ici devrait consister à s'intéresser aux hypothèses du modèle. Vous m'entendez? Voilà. Autrement dit, un modèle se construit avec des termes d'aléas, des termes de relations entre des variables. Et là, il s'agirait de voir, un peu comme la vache folle, tracer l'histoire du modèle. Quelle est son origine? D'où il vient? De quand il date? Par exemple, les modèles de choc sur les marchés pour assurer la résistance des banques ou assurances sont des modèles particuliers avec des hypothèses faites dans les années 80. Est-ce que c'est juste ou non de les prendre? Donc là, je dirais que la question des calculs, pour moi, ne se pose pas dans la mesure où le calcul résulte d'un modèle. En revanche, la question se pose pour moi du point de vue de la prudence et du raisonnement à avoir sur est-ce prudent de choisir tel modèle par rapport à tel objectif. Si on veut, par exemple, mesurer l'impact des changements climatiques dans 40 ans ou 50 ans aujourd'hui, est-ce prudent de mettre en œuvre le principe de la valeur actuelle? Est-ce que ce n'est pas imprudent de faire ça? Vous voyez, si on veut mesurer l'impact des crues d'un fleuve sur la campagne autour, est-ce prudent d'avoir un modèle dans lequel on ne prendra pas en compte des phénomènes de corrélation à longue portée? Si on veut mesurer l'impact potentiel de faillite de banques à cause de chocs de marché, est-ce prudent
de prendre un modèle dans lequel les hypothèses seront celles, pour faire très court, d'un mouvement brownien. Voilà, ça c'est un exemple. Donc la prudence, je la déplacerai sur les hypothèses. Une fois qu'on l'a mis dans une machine, des corrélations longue portée, des browniens, tout ce que vous voulez comme type de modèle, après les calculs, c'est quasiment les machines qui les font. Les calculs en 2008, il n'y a pas eu de faute de calcul. En 2008, tout a été très documenté et on sait qu'il n'y a eu aucune erreur de procédure, aucune erreur de calcul et aucune erreur de mise en œuvre des formules mathématiques. Mais on sait aujourd'hui que, comme l'ont dit les Américains, et que ensuite ça a été publié partout, il y a une formule qui a tué Wall Street, la formule qui a tué Wall Street. La copule de Lie, en l'occurrence, a été l'objet mathématique diabolique, au sens imprudent, comme formule mathématique, qui était à l'origine de la catastrophe financière, sans erreur de calcul et sans mauvaise donnée. La question n'était pas liée aux données, n'était pas liée aux acteurs, même si évidemment il y a eu comme partout des fraudeurs ou autres, mais liée à la formule. L'affaire Kerviel, on a beaucoup parlé de Kerviel, qu'en général a porté l'affaire au pénal, mais le procès a été rouvert ensuite, 7 ans plus tard, au civil, et on a vu que les formules mathématiques de contrôle de risque n'étaient pas bonnes. Ça ne veut pas dire que Kerviel est innocent, ça veut dire qu'il y a un enjeu sur les formules elles-mêmes. En anglais, c'est « the formula that killed Wall Street ». Voilà, donc je pense que la prudence devrait s'intéresser surtout au modèle mathématique, en l'occurrence, avec l'exemple de 2008, selon quoi il n'y avait pas d'erreur de calcul et pas de mauvaises données. C'est ça qui me paraît important. Donc, faire remonter la prudence en quelque sorte d'un cran. Merci. J'avais aussi une question de Marianne. Oui. Merci beaucoup, Erwan. Merci, Christian, de votre présentation. Je voulais rebondir un peu sur le point qui vient de soulever et sur la discussion qui vient d'être enclenchée. Cela me fait penser plutôt à quelques pistes potentiellement pour complexifier le modèle. Donc, vous avez opéré cette distinction entre la prudence et le calcul du risque. Et je me disais peut-être que l'idée de la prudence, elle est plus subjective, alors que le calcul du risque fait référence à des modèles qui sont censés être un peu plus objectivés. Et ce que vous venez de mentionner ferait peut-être le lien, parce qu'il y a forcément un biais dans le choix du modèle, il y a forcément un biais subjectif dans la construction du modèle. Donc, c'est un peu une boîte noire. Dans ce qu'on met dedans, il y a les choses qui sont programmées de sortir qui sortent. Et la prudence serait peut-être une attitude qui serait à la rentrée de cette boîte. En entrepreneuriat, il y a pas mal de modèles là-dessus. En anglais, on appellerait ça le hedging. La capacité de balancer ou contrebalancer les risques en prenant par exemple en finance des positions opposées sur des produits calculés ou considérés dangereux par ailleurs. Donc ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, donc une troisième dimension qui permettrait de complexifier le modèle sera la dimension comment dire, plutôt structurelle ou institutionnelle. En théorie des institutions, vous avez cette réflexion sur le rôle des institutions dans la façon dont le risque est influencé. Et par exemple, les taux d'intérêt, donc les taux d'intérêt extrêmement bas dans la mesure où ils sont contrôlés par les banques centrales. Cela biaise et s'influence les calculs. On peut avoir une question de variable, enfin une question de calcul, mais tant que les taux d'intérêt sont bas, cela incite des gens à opérer des investissements plus dangereux qu'ils n'auraient pas fait autrement. Et le moral hazard, comme on dirait en anglais, et puis d'autres éléments, comme à part le taux d'intérêt, la responsabilité limitée des entreprises par rapport à une responsabilité accrue des entreprises, et d'autres phénomène institutionnel qui influencerait le risque. Donc ça, c'était une première remarque sur la potentielle piste, je ne sais pas, de complexifier le modèle. Et aussi, peut-être quelques suggestions
construction des liens avec des groupes de littérature qui existent sur cette question-là. Alors, cette année, il se trouve dans l'Academy of Management, il y a eu énormément de publications là-dessus, un numéro spécial sur les 100 ans du livre de Frank Knight, Risk and Uncertainty and Profit. Et c'est des articles qui sont particulièrement intéressants et passionnants en dimension philosophique et théorique qui pourraient être utiles sur la perception du risque en économie et management à travers la distinction de Frank Knight entre risque et incertitude. Et aussi justement dans la revue de Philosophy Management, il y a une réflexion qui est très se développe de plus en plus à travers les articles qui sont publiés au fur et à mesure sur le risque dans l'innovation. Vous avez un groupe de réflexion sur l'innovation et pour partager avec vous les articles en question évidemment. Et il y a une approche qui n'est pas peut-être inintéressante pour celle que vous adoptez vous sur l'interprétation du risque à partir du risque d'innovation. Je vous partagerai à toute fin utile les articles en question et voilà, c'était plutôt des pistes d'enrichissement maintenant pareil à toute fin utile et je ne sais pas si vous avez une réaction à ce que je viens de dire. Oui, merci beaucoup Marianne, c'est très intéressant. La question du choix du modèle. Alors pour moi, et c'est ce que j'ai écrit en 2007 dans un article publié dans la revue Rebuff, pour moi c'est clair que le choix d'un modèle mathématique est un acte éthique. Quand on dit choisir un modèle, soit se faire un choix mathématique en raison de ce que vous disiez et qu'on disait avant et des conséquences des modèles mathématiques, un choix mathématique pour moi est un choix éthique. Et donc, l'éthique doit se situer au niveau du choix du modèle. Si on choisit de gérer des risques financiers avec des modèles de volatilité, je pense qu'éthiquement, ça doit être questionné en regard de l'impact catastrophique de ces modèles sur ensuite l'incitation à agir, comme vous le disiez, le moral hazard. Donc ça, je suis d'accord et je vous enverrai aussi, si vous voulez, l'article. Mais c'est vraiment important. Ça, je pense qu'en éthique financière, ça mériterait d'être peut-être davantage creusé. Deuxièmement, oui, pardon. Je te laisse terminer, mais il y avait deux dernières questions. Donc, pour ne pas effectivement mordre sur le temps qui restait, j'aurais peut-être voulu les faire passer. Je te laisse conclure. D'accord, bon, je vais très vite alors. Sur la question des institutions, je suis d'accord, l'institution peut être également un vecteur d'incitation à agir pas comme il faut. Avec l'exemple de la volatilité, il y a celle Toba, mais la volatilité est un bon exemple. Aujourd'hui, la volatilité est devenu un indicateur qui est donné à tout le monde pour dire soyez prudent, mais la prudence avec la volatilité devient de l'imprudence. Donc là, il y a un enjeu sur la prudence et par rapport à la volatilité. Et troisièmement, Frank Knight, c'est très important. Et là, je suis tout à fait d'accord. Il faut reprendre cette distinction et voir jusqu'où on peut probabiliser et comment, et sinon, qu'est-ce qu'on fait. Tout à fait. Je suis d'accord avec Knight. Moi, j'ai bien connu Mandelbrot, qui est le père des fractales, et on a beaucoup parlé de cette question en 1990-2000 avec Mandelbrot. Il y a un vrai enjeu sur la certitude, là. Tout à fait. C'est un chantier à ouvrir. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait une question, si on peut essayer de la faire un petit peu courte, de I. Gialdani, c'est le pseudonyme utilisé. Donc, si vous voulez prendre la parole. Pas tout à fait un pseudonyme. Bonjour. Bonjour à tous. C'est pas I, c'est elle, c'est Laurence. Bonjour. Mon nom de famille. Voilà. Moi aussi, je suis du milieu de la finance, donc enseignant-chercheur en finance après avoir pratiqué pendant plusieurs années sur les marchés financiers. Donc, il y a beaucoup de résonance dans ce que vous avez dit par rapport aux questions qui m'intéressent. Et la question que je me pose en vous écoutant,
et que je me pose par ailleurs, c'est à qui revient la responsabilité de la transformation des modèles mentaux? Parce qu'en fait, quelque part, implicitement, il y a quand même si on a une prise de conscience qui est possible, notamment à travers ce travail que vous proposez entre philosophie et sciences de gestion, et donc la responsabilité de l'enseignant-chercheur, du chercheur, il y a quand même un certain confort pour la plupart des parties prenantes à rester finalement dans ce modèle mental, même s'il peut créer de la souffrance parce qu'il va permettre de se cacher derrière de se justifier. Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Et on prend le cas des gérants de portefeuille. Le modèle mental de la gestion, c'est l'indexation par rapport à l'analyse de marché. Donc, d'une part, les cours de gestion de portefeuille continuent malgré tout à proposer ce type d'approche par, en l'occurrence, le modèle équilibre, le CAPM, sur les marchés financiers, donc qui doit changer. Par ailleurs, le bon gérant en termes de qualification professionnelle devient le gérant qui joue son rôle. Le rôle est celui inscrit par le modèle, en l'occurrence, capacité à ne pas être trop loin de l'indice qui veut le suivre. Donc, je suis d'accord pour dire que le confort des parties prenantes peut être une inertie importante au changement du modèle. Même si, par ailleurs, dans le vrai monde, les sociétés de gestion qui marchent, comme l'Échiquier en France ou comme Carmignac, ont jeté le modèle à la poubelle. Donc, en fait, dans le vrai monde, en quelque sorte, il y a eu un retour du réel par rapport à l'influence du modèle qui est enseigné toujours dans les écoles, je vois bien à Quête, je vois ailleurs, dans les écoles de commerce. Alors, j'aurais ça fait la partie, mais j'aurais une petite nuance sur financière de l'échiquier. Ça a été le cas pendant de nombreuses années, mais dernièrement, justement, ils se sont fait racheter et ils sont rentrés dans le modèle. Et ben voilà, c'est ça. Ils se sont fait racheter, et donc c'est avec les principes. Ils ne sont plus du tout dans cette, prise de conscience de la responsabilité par d'autres pratiques. Voilà. Mais on peut m'étendre, les gestions caritatives, les fonds éthiques et partage continuent à être dans le modèle qu'ils veulent critiquer par leur position morale. Donc il y a une contradiction interne entre les gestionnaires éthiques et puis les modèles utilisés. Et quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit c'est technique, c'est pas éthique. Vous voyez ? Et il y a une souffrance au niveau des praticiens aussi qui ont conscience qui sont dans un système qui est un leurre en quelque sorte, mais qui continuent à l'appliquer dans la douleur. Enfin, ça c'est d'ailleurs l'objet de l'étude que je présenterai samedi, mais c'est ça. C'est ça. Je suis d'accord avec vous. C'est un leurre, c'est une fiction narrative. Ils doivent endosser le rôle d'un personnage. J'aime bien l'idée que le mot performance, en anglais performance, to perform, c'est jouer un rôle. Tout à fait. Et finalement, la performance d'un gérant, c'est pas tellement sa rentabilité en pourcent, c'est le rôle qui joue dans la douleur pour endosser un personnage qui est celui décrit par le modèle d'évaluation d'actifs financiers. Tout à fait. Merci. Je prends une dernière question. Marius me pardonnera parce que je crois qu'il va falloir quand même qu'on passe à l'intervention de Marianne, mais on aura l'occasion d'échanger plus tard sur est-ce que effectivement le choix d'un modèle mathématique est éthique ou pas. Je pense que c'est des questions qu'on pourra aborder. Donc, la dernière question pour cette communication est de Laura Litre-Valentin. Je peux la poser, vous pouvez intervenir si vous le souhaitez. Allez-y, alors. Oui, Erwan, non, vous pouvez la poser, ça va être… D'accord. Donc, la question était, comment choisir le bon modèle? Et vous mentionniez le premier rapport Meadows du Club de Rome qui annonçait les limites de la croissance dès 1972. Pourtant, la pertinence des modèles de l'époque a pris du temps à être considérée. Il a fallu attendre que la réalité nous rattrape. Et donc, la question est, les modèles ne seraient-ils pas simplement des outils au service des paradigmes dominants? Oui, c'est une très bonne question. La réponse se fait en utilisant la philosophie du langage, et en particulier celle de Austin, avec la notion d'énoncé performatif. C'est-à-dire que j'ai perdu les sons. Je suis désolée, je ne sais pas si… Oui, vous m'entendez? Si vous m'avez posé une question encore. Vous m'entendez ou pas? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous nous entendez? Laura, vous nous entendez? Oui, c'est bon. C'est revenu. Okay. Voilà, je disais, c'est une très bonne question et la réponse se fait en utilisant la philosophie du langage, avec les énoncés qu'on appelle performatifs chez Austin. Donc, si on comprend qu'un modèle est une manière de parler, donc un langage particulier, qui est performatif selon Austin,
on comprend que le modèle n'est pas qu'un outil, mais que le modèle parle. J'aime bien citer le psaume 32, quand on dit Dieu parle et ce qu'il dit advient. Le modèle parle et ce qu'il dit advient. Là, c'était très, très bien creusé chez Austin. Voilà, je réponds rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je dis oui, c'est une bonne question et la réponse passe par la philosophie du langage. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Sarah, la parole est à toi. Merci beaucoup. Alors, je vais lire mon intervention en anglais puisque je l'avais rédigée en anglais, mais je serais heureuse de partager en français les questions par la suite. Ouais. If we want to understand the role of philosophy in organizations, we need to understand the deep roots which unite management studies and philosophy. The discussion will take place in 3 movements. The first is about the classical oikonomia, in which we examine the emergence of the notion of management and its philosophical implications in the Greek and Roman world. The second movement is about the Christian oikonomia. In the light of Christ, the notion has been transfigured, and even previous concepts, we think of Aristotelian ones, find a new setup and develop in a new way which is completely different. This new setup allows finally the emergence of the notion of the common good with the development of the church social thought in the end of the 19th century. So first, the classical oikonomia. The word economy comes from the ancient Greek oikonomia based on oikos, house, and nemein, manage. So oikonomia literally means household management. The emergence of management in the form of proto-management dates back to the 5th century when Xenophon wrote the Economicus. After him, Aristotle wrote in the 4th century the Economics. Je vois qu'il y a une question, on me demande si je peux partager l'écran pour que vous lisiez en même temps que moi. Alors, si vous voulez, si ça vous aide. Alors voilà, la presse. Bon, j'espère que ça marchera, si vous voyez ce que je vois. Vous me direz. J'en étais donc à Aristote. Voilà. Donc, Aristote. He defines oikonomia as all the methods which men have employed or cunningly devised in order to provide themselves with money. This conception of economy, and these of others at that time, led the French philosopher Marie-José Mouzin to conclude that the classical oikonomia implies the functional organization of an order that has profit in mind, whether material or not. We are very close here to what corresponds today to utilitarianism. It seems, in fact, that oikonomia theorists looking for a sovereign good have been influenced by the Epicurean ataraxia, the state where the maximum sum of pleasures is combined with a minimum of pain. This classical oikonomia devoted to the sovereign good have had a great influence on the Western thought, both in terms of economy and philosophy, but it should not distract us from another tradition which takes a new look on the sovereign good and the notion of oikonomia with the advent of the Christian age. The Christian oikonomia. The Christian oikonomia is built around 3 main dimensions: Trinitarian, Christological, and providential economies. It can be very diverse, as for instance, providential economy that covers pastoral, strategic, and pedagogical economies. This diversity of meanings, despite the term oikonomia is always related to a form of adaptation or accommodation to circumstances, leads to considerable issues of translation. It seems, however, that one single concept can unify all the dimensions of the Christian oikonomia. It might be this form of existential wisdom, known in Paul Ricoeur as practical wisdom. Paul of Tarsus is the one who first introduces the Greek notion of oikonomia in the Christian thought. With Paul, it designates both the Christ as God's image and by extension the whole incarnational plan. He founded then Christological economy. To this first economy, patristic thought will add 2 others, Trinitarian economy and providential economy.
Following this trend, John Chrysostom is the one who turned the divine economy into a pastoral economy, an economy that assumes human freedom. From that time, oikonomia isn't only about a supreme manager or oikonomos, God, but about many pastors or managers named oikonomoi, acting in the service of providence. Oikonomoi then opened two new fields of economy, strategic economy and pedagogical economy. Economy becomes any means used in the service of providential economy. Oikonomia is wholly a matter of relation and adaptation, relations between the three persons in the interior of the Holy Trinity, relations between the Father and the Son, including and notably through the Incarnation, which is the adaptation of the divine to human dimension within the historical time. More broadly, it designates the relations of the divine to history, which are providentials and salvifics, and all the means used in the service of those relations as long as they are coherent with a providential and salvific purpose, as to say, in the service of life. Those different meanings lead us to the notion of the common good, which may find its very roots in Christian oikonomia. Oikonomia and the common good. In his technical and critical vocabulary of philosophy, André Lalande, one of the founding members of the French Philosophical Society, doesn't mention the notion of the common good. We only find mentions of the notions of community, common sense, and common concepts. It may sound surprising in a dictionary, which is a reference in philosophy, but the definition that he gives of good in the article entitled Bien may lead us to understand why. Good is characterized first relatively, as for instance the benefits of the state or wealth or someone's health for the achievement of which a doctor uses guile. This reminds us of the purposes of classical oikonomia, as described in Polybius or Hippocrates, and even Aristotle in the interpretation of Mouzin. Good is further characterized as well-being, which leads Lalande to deepen the notion of the sovereign good, in ancient Greek tagaton. He quotes Aristotle in the Nicomachean Ethics, which establishes the sovereign good as the purpose of all activities, including the economic ones. This tradition remains influent in the Western philosophy until Immanuel Kant, who criticizes the term of the sovereign good, das höchstes Gut, to which he would prefer the term of the complete good, das vollendete Gut. But never those philosophical trends lead to the common good, and Lalande maintains the term of the sovereign good. Could it be because the common good is inherent to the Christian vision of oikonomia and not to the classical one, which invigorates the majority of the Western philosophical trends? The concept of the common good appears in the social encyclical of Popes Leo XIII and Pius XI, in connection with the domestic thought of social justice as a distributive one. Few years later, it's more precisely theorized by Pius XII in his Radio Message for Pentecost 1941, in which he reaffirms the absolute primacy of the human person among society. In his Radio Message for Christmas 1942, he precises the role of the economic sphere regarding the common good, saying that the purpose of the whole of the state's activity, political and economic, is the permanent realization of the common good, that's to say, the provision of those external conditions which are needful to citizens as a whole for the development of their qualities and the fulfillment of their duties in every sphere of life, material, intellectual, and religious. According to Pius XII, economy is then a means in the service of people development in every sphere of life, which is the only variable economic purpose. This definition of the common good is being specified in the 20th century throughout the development of the Church social thought. An important moment in this evolution has been the Second Vatican Council, with the publication of two major encyclicals in 1965, Gaudium et Spes and Dignitatis Humanae. In the following years, Pope John Paul II has had a great influence on the reflections around social doctrine and at the heart of it on the definition of the common good.
He's the Pope who wrote the most on these notions, with 5 social encyclicals published in 12 years between 1979 and 1999. He's also the one who initiated the redaction of the Compendium of the Social Doctrine of the Church, which remains our main source to understand deeply the notion of the common good. At the paragraph 164, it designates the common good to be the sum total of social conditions which allow people, either as groups or as individuals, to reach their fulfillment more fully and more easily. And this definition is very similar to the one given many years before by Pius XII. But the compendium pursues its definition and gives a few more precisions, which we may understand as kind of answers to implicit questions vehicled by the most influential philosophical trends. It says that the common good does not consist in the simple sum of the particular goods, which differentiates the common good from general interests, as to say the utilitarist interpretation of the common good. On the contrary, the common good refuses the sacrifice of the weakest ones or of future generations for the benefit of general interest. Later on, at the paragraph 165, we read that the common good, in fact, can be understood as the social and community dimension of the moral good. This means that no political action can be legitimate without a moral purpose, which knocks out the advocates of Machiavellianism. Few lines further lastly, we read that the main duty of man in society is to seek unceasingly in actual practice, and not merely at the level of ideas, the good, that's the meaning and truth found in existing forms of social life. This remark on the involvement required by the social imperatives of the common good distinguishes the common good from the sovereign good, which can be achieved without any political involvement. It responds in particular to the Greek philosophical schools which flourished in the early 3rd century, at a time when Macedonian conquest deprived Greek citizens of the civil rights. Epicureanism and Stoicism are indeed known to be philosophies of a sovereign good achievable without any political involvement. We see here the fundamental distinction between the sovereign good and the common good, and more broadly, the distinctions between major philosophical trends and the Christian personalist tradition. If we dig deeper, we may find that intrinsically, at the heart of those two trends opposing the sovereign good and the common good, two visions of oikonomia are facing each other. We've seen that the notion of sovereign good is attached to the classical vision of oikonomia. But if we examine the notion of the common good, we may find that it's attached to a Christian vision of oikonomia. This peculiar form of economy can be defined as a non-transgressive accommodation, oikonomia, that has salvational goal in view for souls as well as institutions. It's methodical, purposeful, justified, balanced by material profits as well as by spiritual benefits. And what prevails in all cases is the end goal, because only the unity of ends allows one to admit the plurality of means which characterizes economy. As we've seen, economic effectiveness is simultaneously a manner of talking, a way of teaching in order to save, and a method of subduing. But now, considering the definition of the common good as a set of social or external conditions supposed to help people reaching their fulfillment, isn't there here any similarity? This fulfillment could specifically belong to the providential plan that we already talked about. In that case, the common good becomes a form of the Christian oikonomia as the highest means which can be implemented in the service of life. As a state of things, it gathers and is composed by all effective oikonomiae, economies of speech, management, and administration. At the end of this exploratory journey along the notion of oikonomia, we now realize how many faces has this notion. The classical oikonomia appears very related to profit, both in a material and a symbolic way. As such, it vehiculates the notion of the sovereign good, which goes through the whole Western philosophical thought
that we still find in Kant. But the notion of oikonomia has been developing in late antiquity until the 8th century, when it received its largest range of meanings. In the wake of Paul of Tarsus, the Church Fathers has enriched the range of meanings of oikonomia and opened the door to a pastoral economy. But we still wait until the 19th century and the first social encyclical of Leo XIII in order to see the emergence of the notion of the common good. The theoretical setup of the Christian oikonomia needed the historical and political kairos of the Industrial Revolution, which led to the emergence of the church social thought and the notion of the common good. In organizations, where purpose becomes a subject of growing interest, a choice has to be made between the search for the sovereign good or the search for the common good, between classical oikonomia and Christian oikonomia. This choice has many implications, and one is the acceptance or not to sacrifice the weakest one for the benefit of the so-called general interest, the common modern name of the sovereign good. In this context, only a philosopher or someone within a sufficient knowledge of history of thought can interpret the situations and understand which management practices belong to the quest for the sovereign good or the common good. That's for me a reason why management practices do need philosophy. Thank you for listening. Merci beaucoup, Sarah. Je ne savais pas si, Marianne, je ne sais pas si tu souhaitais intervenir ou si tu risquais de devoir filer de manière. Mais oui, tu voulais intervenir avant. Oui, merci Erwan, merci Sarah pour la présentation. Je dois switch to English or French, I don't know, mais en français, je vais essayer en français. Alors, c'est un sujet particulièrement intéressant et je vois récemment beaucoup de travaux sur l'utilité de la philosophie à travers le concept d'oikonomia qui se développe justement dans la revue. Il y a plusieurs papiers qui ont été publiés là ces 2 dernières années. Je vois le sujet grandir à vue d'œil et je me demandais si dans le papier, alors du point de vue, c'est plutôt un point de vue de l'éditeur, du co-éditeur si vous voulez, si vous avez réfléchi à prendre en compte la littérature existante et si vous avez réfléchi ce qu'on appelle en anglais the literature gap, la tension que vous identifiez dans la littérature existante et d'adresser en quelque sorte l'originalité de votre travail. Et je me demandais comment vous le positionnez, parce que j'avais pas réussi à saisir ça dans votre présentation, mais j'imagine qu'il y a forcément une réflexion là-dessus. Voilà, c'est la question que je souhaitais vous poser. Et puis, si vous trouvez utile, je partagerai avec vous via le chat les quelques références auxquelles je pensais là récemment. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est tout bête, mais pour moi, c'est le début dans les sciences de gestion, puisque je fais des lettres classiques. Et du coup, j'ai pas une connaissance exhaustive de toute cette littérature. Donc déjà, ça serait très, très gentil si vous partagiez ces articles auxquels vous pensez. Pour moi, c'est juste crucial et ça me fera grandir en tant que chercheur. Et ce que je vous livre là, vous l'avez vu, c'est vraiment le début d'une réflexion. On ne peut pas encore parler d'articles, mais l'idée, c'est ça, c'est de... en fait, souvent, j'ai des questions sur la distinction entre le bien commun, l'intérêt général, le souverain bien, le lien à l'Antiquité, la place du bien, ce genre de choses. Et... mais je me trompe peut-être. Du coup, si c'est le cas, c'est intéressant aussi pour moi de le savoir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment un discours clair pour dire qu'est-ce qu'on entend quand on parle de bien commun
quand on parle common good, comment on le définit common good en fait. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'accord tacite sur cette définition, mais pas forcément de considération historique sur l'émergence de la notion et du coup qui aiderait à comprendre ses implications. Mais pour moi, c'est crucial. Je pense que vous avez raison. Excusez-moi, je pense que vous avez raison. Je pense que c'est ça l'intérêt, l'originalité. Donc, il y a des travaux sur le common good, mais il y a un désaccord et il y a peu de choses sur la philosophie antique, en tout cas à ma connaissance. Donc, c'est précisément ça que devrait apparaître en début de l'article. Montrer quelle est cette tension qui existe actuellement et quelle est cette importance et pourquoi cette importance de regarder de ce point de vue-là. Ça serait ça. Je suis en train de vous envoyer. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment une lacune de mon côté. J'essaye de la combler, mais ça va passer vite. Mais merci beaucoup. C'est très, très précieux pour moi, ces articles. Et merci. Merci beaucoup, Marianne, pour ta question. Merci, Sarah, pour la réponse. J'ai cru comprendre, Marianne, que tu allais devoir nous peut-être pour les secondes. Oui. Voilà, tu as des impératifs. Donc, je comprends bien, on comprend bien tous. Ne t'en fais pas pour nous, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci. À demain. Bon, ok, si tu pars maintenant, on se salue. Et puis, merci pour tout, vraiment, merci beaucoup. Salut. Christian, tu avais une question. C'était juste une demande d'éclaircissement. Merci beaucoup pour cet exposé, c'est très intéressant et je suis entièrement d'accord avec vous sur l'importance de comprendre l'émergence d'une notion pour pouvoir bien saisir en fait, ce qu'elle veut dire. Voilà, moi j'aime bien cette phrase, la genèse d'une pensée éclaire souvent sur la nature de cette pensée. C'est juste pour dire, je pense que c'est une très bonne démarche. Donc moi c'est plutôt juste une question technique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Lina Ostrom, le prix Nobel d'économie, qui a développé cette théorie des biens communs. Oui. Donc, les commons. Ma question, c'est est-ce que vous avez pu, ou pas encore peut-être, voir de quoi il s'agit? Est-ce qu'on dirait au fond par rapport à cette notion ecclésiale de biens communs ou chrétienne, qu'apporte la conception de Lina Ostrom, ou le contraire au fond, puisque Ostrom a développé les communs, pourquoi passer de nouveau par la doctrine de l'Église? Vous voyez, comment se constituerait l'un par rapport à l'autre? Oui. Alors, il y a cette question-là des communs, mais il y a même il y a Jean Tirole aussi sur l'économie du bien commun. Si on parle de grands, qui est aussi prix Nobel d'économie. Et en fait, je crois qu'on ne se situe pas forcément dans le même champ. C'est-à-dire, l'économie du bien commun. C'est pas tellement la question du management, comme on disait tout à l'heure, la dimension anthropologique, mais vraiment bien la dimension économique, quasi financière. Et puis, dans la théorie des communs, alors que je maîtrise mal, mais si j'essaye de caler ce qu'il y a derrière, il me semble que c'est un peu une relecture. Vous voyez, comme au XVIIe siècle, on avait... cette prise de conscience, on a fait le tour de la Terre, on est face à un nombre fini de ressources, avec les philosophies anglaises, avec Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Pourquoi l'homme est un loup pour l'homme? Simplement parce qu'on a les mêmes besoins et que les ressources sont limitées. S'il y avait des ressources infinies, on n'aurait pas besoin d'aller faire la guerre. Et j'ai l'impression que cette théorie des communs, c'est juste simplement une espèce de réactualisation de cette prise de conscience-là, moderne, du fait qu'on est dans un monde de ressources limitées, quoi. Et que donc maintenant on va arrêter d'être homo mini lupus, mais on va essayer de se les partager. Mais pour moi, il n'y a pas une révolution fondamentale sur le plan des idées, quoi. Simplement, il y a une réactualisation d'une notion moderne, quasi politique. Mais peut-être que je me trompe parce qu'encore une fois, je maîtrise mal cette notion-là des communs. Là où, à contrario, pour moi, l'avènement de l'ère chrétienne opère pour la philosophie occidentale, ou en tout cas autour de cette question d'oikonomia, une révolution ontologique, parce que l'oikonomia qui désigne des relations se voit vraiment, ce que j'essayais de dire, transfiguré avec l'incarnation, parce qu'on a une réappropriation, une redéfinition, mais profondément ontologique de la relation en tant que telle, avec la Trinité, etc. Donc, pour moi, là, il y a une révolution vraiment ontologique, et je ne parlerai pas forcément de révolution avec l'émergence de la notion de commun.
voilà, qui pour moi se situe quasiment plus sur un plan politique ou quasi sociologique, enfin, une sorte d'écologie politique. Mais peut-être que je suis complètement à côté, voilà, n'hésitez pas à me corriger. Ah, votre micro est coupé. Micro, oui, Christian. Juste pour dire, effectivement, moi, je pense que si vraiment le point central de votre propos, c'est de passer dans le domaine anthropologique sur la relation, comme vous disiez, liée à l'incarnation, mais la relation, je pense qu'une piste à creuser est celle justement de la décision et de l'entrepreneuriat. Parce qu'au fond, dans la théorie des décisions classiques de l'économie, les acteurs ou les agents ont devant eux des scénarios, des préférences, des conséquences et font des choix rationnels par rapport, au fond, à ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes et de leurs préférences. Donc, il n'y a pas de relation là-dedans, même s'ils sont entre eux en théorie des jeux. Alors que dans le contexte dont vous parlez, si la relation l'emporte, ça veut dire que la préférence n'est pas révélée par le choix, elle est créée par le choix. Donc, c'est l'action de s'engager ontologiquement dans l'acte qui crée en fait la préférence. C'est-à-dire que par rapport à la décision classique en économie qui sert en gestion, en management, il y a un enjeu de déplacement de paradigme de la décision pour incorporer justement, c'est drôle, l'incarnation, pour incorporer la notion de personne dans l'acte, pour parler comme Wojtyła, personne et acte. C'est-à-dire que du coup, tout un corpus de théories nouvelles des décisions qu'on appelle des quantiques de la décision font apparaître une piste intéressante, à mon avis, qui est que les préférences, justement, sont créées par le choix. Autrement dit, c'est le fait de s'engager qui crée la préférence. Mais on ne va pas dire qu'elle révèle, on ne va pas dire qu'elle est révélée par le choix. Et toute la rationalité du management repose sur une théorie des préférences révélée par les choix, avec ou non des biais. Voilà. Donc, à mon avis, il y aura un enjeu, parce que l'entrepreneur est la grande figure absente de la théorie de la gestion. On parle du manager, on parle du patron, on parle des actionnaires, on parle de ce qu'on veut, mais pas de l'entrepreneur. Et oui, je pense que l'entrepreneur... Oui, parce que c'est marrant, il y a 2 semaines, je présentais un papier sur social entrepreneurship. Donc, c'est pas si absent que ça. En fait, non, mais c'est super votre question, ça me permet de rebondir. Pas tellement sur l'enjeu de l'engagement, hein, puisque de toute façon... il faut choisir, hein, soyons pascaliens, il faut choisir, donc allons-y. Mais peut-être, ce qu'on disait tout à l'heure, l'enjeu serait plutôt dans pas la nécessité de l'engagement, mais peut-être la dimension éthique à appliquer au choix. Et là-dessus, j'ai essayé, en tout cas, mais on pourra en reparler, de proposer quelque chose à partir notamment de l'éthique des institutions chez Paul Ricoeur, qui s'applique assez bien au domaine entrepreneurial et qui permet de donner en fait un petit peu une méthode de lecture. Là, je sais pas si vous êtes familier, on va dire il y a 3 sortes d'éthique. Une éthique finalement assez faible qui rejette un petit peu l'engagement, on pourrait dire c'est celle qui serait liée à l'économie classique, mais on a l'éthique des personnes. Oui, c'est ça. The ethics of other, donc l'éthique de l'autre, de la personne, qui met en jeu la notion de responsabilité. Donc là, on va entrer dans ce que vous dites, l'engagement, ce qui s'applique très bien à l'entrepreneur. Et là, on entre dans une forme de l'économie chrétienne. Et si on va au bout de l'éthique chez Ricoeur, avec cette éthique de la cité, donc ethics of the city, on a non seulement la dimension de responsabilité qui entre en jeu, mais aussi la dimension de dialogue, la parole, la dimension dialogique, qui est aussi présente dans l'économie chrétienne. Et donc, si on veut aller titiller un petit peu les entrepreneurs, on pourrait dire qu'on peut juger ou jauger l'action non seulement parce qu'elle est engagement responsable, choix d'engagement responsable et éthique, qui correspondrait à une éthique de l'autre, ethic of the other, mais qu'elle n'aurait de véritable accomplissement, qu'elle ne s'accomplirait véritablement dans un monde de l'économie chrétienne tel qu'on vient de le présenter, ou simplement d'économie du bien commun, qu'en entrant dans une dimension dialogique. Donc là, on retrouve encore la notion de relation, et qui serait donc cohérente avec l'éthique de la cité. Bon, c'est très rapide, je ne sais pas si en plus ça répond bien à votre question, mais ça m'évoquait, en vous entendant, je pensais à ce papier-là que je présentais il y a 2 semaines. Voilà.
encore une fois le micro, oui. Oui, on pourrait dire que la théorie économique aujourd'hui n'arrive pas à penser l'entrepreneur du point de vue de ses modélisations en gestion parce qu'elle est fondamentalement, au sens radical du mot, désincarnée. Au sens où il n'y a pas d'agents économiques qui sont des personnes. Il y a des individus qui sont des programmes, mais pas des destins. Non, mais du coup, d'où l'intérêt d'avoir une éthique incarnée, une éthique de l'autre et une éthique aussi de la cité qui soit fondée sur le dialogue, sur la parole, qui ne passe que par le corps. Enfin, pourquoi pas, moi, c'était ma proposition, en tout cas, pour aller dans ce sens-là d'incarnation. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est une vraie piste, d'où mon encouragement à ce que vous creusiez la théorie de la décision pour voir à quel point elle est désincarnée à cause de ce qu'on imagine que les gens sont des agents et qui ont des préférences qu'ils connaissent. Et en fait, les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent en s'engageant. Comme dit Napoléon, devant un front à l'armée, on s'engage et on voit, quoi. On ne va pas faire des scénarios pour mesurer les conséquences de ce qu'on fait, quoi. Oui, avec plaisir pour échanger plus longuement. Oui. Je ne sais pas si j'ai votre mail ici. J'ai votre mail ou je demanderai à Erwan. Oui, je vous mettrai en contact. Je peux vous mettre en contact tout de suite. Pas de problème, bien sûr. J'avais encore deux questions ou deux demandes d'intervention. Je ne sais pas, de Wessi Al-Karchi et de Laura Litvalentin. Wessi, je ne sais pas si j'ai un merci sur le chat. Je ne sais pas si c'est une demande d'intervention ou un simple remerciement. Ça me semble être un simple remerciement. Dans ce cas-là, Laura, je vous laisse la parole pour faire votre remarque. Oui, merci beaucoup, Sarah. Je ne suis pas du tout une spécialiste du sujet, donc c'est juste une remarque avec toute humilité. Ce que j'aurais souhaité, en fait, ce qui m'aurait aimé, justement à cause de mes limites, et c'est de situer un peu historiquement chaque courant des pensées. Parce que, par exemple, je me dis, bon, Kant, tout de suite, je me dis, c'est le monde des idées, donc forcément, s'il n'a pas pensé à la corporalité et que, voilà, on est dans l'abstraction ou dans les anciens Grecs, voilà, et ça ne m'étonne pas tellement, mais ce que je me dis jusqu'à quel point on peut intégrer un peu les aspects historiques, parce que si je regarde, par exemple, les encycliques, donc, Rerum apparaît donc au moment où le syndicalisme surgit et donc comment intégrer tous ces enfants, on va dire, qui d'un côté et des autres, comment créer une ligne de conduite à travers le langage. Ça implique donc c'est le positionnement de cette institution qui va essayer d'orienter Saint Paul. Et bon, les lettres de Saint Paul correspondent à une époque de l'Église aussi. Et puis, si je viens dans le temps actuel, Laudato Si du pape François, c'est la crise écologique. Tutti Fratelli, c'est la crise de sécurité, enfin, la crise migratoire, etc. Donc, voilà, je me suis dit, est-ce qu'on peut insérer quelque part ou c'est absolument hors sujet? Pardon, et dans ce cas, je m'excuse complètement. Et je trouve que c'est très intéressant de voir ces deux versants du concept d'économie. Mais je me demande pourquoi ces deux versants, pourquoi ils évoluent, voilà, et finalement, voilà, pourquoi on les conceptualise de ces façons-là. Voilà, c'était pour ça que c'est juste une remarque et avec toutes ses limites. Merci. Non, avec plaisir. Je pense pas moi-même d'ailleurs être une spécialiste du sujet, mais discutons. Est-ce que vous êtes italienne? Je suis argentine d'origine. Ah, rien à voir. Non, si, très près. Hein. L'accent argentin est très marqué par l'italien. Un petit peu, non, mais pourquoi je dis ça? Parce que en Italie, on n'envisage pas de faire de la philosophie sans passer par l'histoire. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément trop en France, c'est-à-dire de cette obsession quasiment de voir combien les évolutions techniques, technologiques, le monde en tant que donnée historique qui s'offre à penser aux philosophes vient construire finalement la doctrine et influencer l'histoire de la pensée. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est un peu partir de la diversité et monter en abstraction, ou bien partir du monde des idées et expliquer la diversité en passant par la grande idée. Donc moi, je suis ethnographe, donc forcément, je parle de la diversité du terrain, mais je comprends très bien
voilà, mais c'était juste une remarque, c'est pour ça qu'il va Non, mais je vais vous répondre avec plaisir et ça me donne vraiment l'occasion de développer certains points que peut-être j'ai pas pu développer assez, donc merci beaucoup. C'est très, très intéressant le sujet, hein, merci. Dans ce que vous dites, il y a quand même cette idée-là que... enfin, comment dire ça? Christian parlerait de signes des temps. Mais en fait, il y a un peu l'idée que... D'ailleurs, c'est amusant de voir que les mêmes idées émergent à différents endroits dans la pensée à la même période. Parce qu'en fait, il y a une sorte d'air du temps qui se donne à penser et qui vient générer des questionnements et parfois même quasiment déjà proposer des réponses. Bon, ici, la dimension historique, on peut l'approfondir. Moi, je me suis attachée surtout à l'ère grecque, 5e, 4e siècle, parce que c'est l'émergence de la notion de management. Donc, j'ai pas trop, je me suis cantonnée un petit peu là, avec cette question de l'oikonomia qui apparaît, mais donc c'est 5e, 4e siècle. Pour l'histoire donc de l'oikonomia classique. Et ensuite, j'assume, ce qui est d'ailleurs peut-être une gageure, parce qu'on pourrait me dire, mais oui, mais saint Thomas d'Aquin est profondément aristotélicien, bon, d'accord. Plato Christianus aussi, très bon ouvrage. Bon, disons qu'on assume, en tout cas moi c'est mon point, qu'il y a une révolution ontologique sur le plan de la relation au moment de l'incarnation. Et sur le plan philosophique, dans ce courant-là de pensée qui va émerger, la pensée chrétienne et patristique à ce moment-là. Donc, si vous voulez, c'est vraiment le degré zéro de l'historien, quoi. Je mets un jalon en l'an zéro, quoi. Et avant, on a l'oikonomia classique, puis après, on a l'oikonomia chrétienne. Mais vous voyez qu'il n'y a aucune finesse là-dedans. Enfin, c'est quelque chose... Alors, on pourrait raffiner, mais... C'est extrêmement intéressant de dire comment la pensée chrétienne va résoudre ces problèmes de transformer un Dieu en chair et reste de toute façon, tout en étant chair et avec les limites de la chair, un Dieu. Oui, alors c'est tous les enjeux dogme. Homoousios, non, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Voilà. Donc bon, c'est ce passage effectivement très intelligent, oui. Peut-être que justement ce qu'on pourrait dire pour un peu incarner, si on peut parler comme ça, le débat, sans flotter dans des considérations théologiques, c'est que je pense que ce serait intéressant aussi pour vous de creuser la manière dont l'incarnation a traversé la structuration de l'économie marchande chrétienne à l'époque médiévale, en particulier l'ordre, la façon dont le commerce est structuré avec les écoles de Paris et de Bologne. Parce que là, on a cherché à comprendre de quelle façon l'organisation commerciale pouvait reposer sur directement des textes de l'Évangile. Et l'axe d'entrée, justement, dans cette incarnation de la doctrine chrétienne je crois que c'est au XIIIe, au XIVe siècle, 12, 13, 14, c'est fait par le canal du risque. Et là, il y a des travaux intéressants de Sylvain Piron qui montrent comment, pour faire écho avec ce qu'on avait dit sur Frank Knight, Mille parties et le risque, en fait, Pierre de Jean Livy, dans un traité remarquable du XIIIe siècle, a posé la question des probabilités et du risque directement en relation avec une doctrine chrétienne. Donc on voit qu'il y a une articulation qui se fait entre l'incarnation, le risque, les probabilités, la certitude. Et c'est le traité des contrats de Olivier. Et on voit à ce moment-là que l'organisation des échanges marchands sur la base évangélique va produire une manière différente de concevoir les rapports aux probabilités et à la certitude. Donc là, c'est une façon de pouvoir incarner cette approche d'économie chrétienne jusque dans les contrats et l'organisation marchande grâce aux canonistes des écoles de Paris et de Bologne. Donc ça pourrait vous être aussi utile de regarder ce qu'a fait Sylvain Piron. Il est à l'EHESS. D'accord. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a une grosse lacune sur la période médiévale. Alors, je vous conseille juste de lire c'est extraordinaire, le traité des contrats qui s'est écrit, je crois que c'est un franciscain qui l'a écrit, Pierre-Jean Lévy, dans un contexte directement chrétien. Il aborde les probabilités et les options. Ce qui veut dire que les théories d'options des marchés dérivés de type Black-Scholes à l'américaine et Jérôme Morton
ont trouvé une inflexion de fond anthropologique chez Pierre de Jean-Lévy. C'est tout à fait intéressant de le voir comme ça. On peut entrer, vous voyez, dans ces questions d'économie sans passer par en haut, du genre l'incarnation devient un peu globale, mais en entrant directement dans les produits de la gestion moderne à partir de la réflexion des médiévaux. Vous voyez, mettons une approche bottom-up plus que top-down. J'ai une... je ne sais pas si ça, vous souhaitiez réagir. Sinon, oui, bien sûr. Une dernière remarque. Alors, c'est pour moi, c'est... Michel Mieli, tout à fait, voilà. Oui, merci. Oui, merci, c'était très riche. Donc, juste à la fin, je pensais à une chose qui est intéressante par rapport à cette période de ce qu'on appelle l'ère axiale, selon les travaux de Karl Jasper, le philosophe allemand, qui parle de cette ère axiale et alors de la confluence entre Thalès, Pythagore en Grèce. Bon, c'est relié à ce qu'on a entendu tout à l'heure avec François Julien. Et de l'autre côté, Lao Tzu, Confucius. Et en fait, un anthropologue américain qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle David Graeber, a écrit un livre tout à fait remarquable qui s'appelle 5000 ans de dette. Et il relie l'ère axiale. Bon, c'est pas le seul qui fait ça, mais plusieurs qui ont, lui, il a vraiment soumis la thèse que cette ère axiale, que ces influences et ses premières pensées par rapport à l'économie, par rapport à la gestion, seraient reliées directement à l'apparition de la monnaie et de la fabrication de la monnaie, qui apparaît en même temps partout dans le monde antique. Merci encore pour cet atelier tout à fait passionnant. Et puis, je vous invite donc à poursuivre l'exploration philosophique que nous avons commencé aujourd'hui, demain, avec les prochains ateliers et prochaines tables rondes. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci. Soirée. Merci. Et à bientôt. Ciao, ciao.